Ok, bonjour à tous. Donc on va voir rapidement la notion de transformation nucléaire. Donc, ce qu'on a vu en première partie, c'est que lors des transformations physiques, ce sont les molécules qui sont réagencées. Donc les molécules qui vont rester intactes et juste plus ou moins se disperser dans un milieu. Ensuite, on a vu que lors des transformations chimiques, c'était les atomes qui étaient réagencés. Et enfin, lors des transformations nucléaires, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les particules des noyaux qui sont réagencées. Donc il faut se rappeler que les noyaux atomiques sont composés de particules, évidemment, donc deux protons qui sont des particules chargées positivement et deux neutrons qui sont, d'où leur nom, neutres. On viendra après éventuellement sur les savoirs et savoir-faire, même si je rediscuterai de ça au cours de la lecture. Donc en premier, on va voir la notion d'isotope. Alors, le type d'élément qu'on a dépend seulement du nombre de protons dans le noyau atomique. Donc, deux noyaux qui ont le même nombre de protons, c'est le même élément. À partir du moment où le nombre de protons change, on change d'élément. Donc, si le nombre de protons ne change pas au sein d'un même élément, par contre, le nombre de neutrons peut tout à fait changer. Dès qu'on a deux noyaux qui ont le même nombre de protons, même nombre de neutrons différents, ce sont des isotopes. Donc, je donne quelques exemples. Le carbone le plus courant, c'est le carbone 12 qui a 12 nucléons, donc 6 protons, 6 neutrons. Mais il existe aussi le carbone 14 qui est assez célèbre pour la datation d'objets anciens. Le carbone 14 a toujours 6 protons, comme on le voit sur le numéro du bas. Donc, je rappelle, le numéro du bas, c'est le nombre de protons. Et le numéro du haut, c'est le nombre de neutrons et de protons additionnés. Du coup, celui-là, il a 6 protons et 8 neutrons. Donc carbone 14 et carbone 12 sont des isotopes. D'autres exemples, l'hydrogène est un isotope le deutérium et le tritium sont des isotopes de hydrogène. Donc le deutérium, il a un neutron, le tritium, il a deux neutrons, et l'hydrogène n'a pas de neutrons. Son noyau est composé uniquement d'un proton. Hélium 4, hélium 3, donc même principe. Donc l'hélium 4, il a deux protons, deux neutrons, alors que l'hélium 3 a deux protons, un neutron. Les réactions nucléaires, on les modélise par des équations, tout comme les équations des réactions chimiques ou physiques. Sauf que là, on n'a pas forcément de conservation des éléments. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a du carbone à gauche qu'on va avoir du carbone à droite. On n'a pas les mêmes règles. Donc, la modélisation classique, c'est celle-là. Donc, on a une première particule, ça peut être un noyau ou autre, qui a un nombre de masse A et un nombre numéro atomique Z. On va avoir une deuxième particule qui va avoir d'autres caractéristiques, et quand on les met ensemble, eh bien, ça va en donner deux qui ont des caractéristiques particulières. Donc là, on s'en fiche un peu des types d'atomes que c'est, on verra après un exemple ou deux sur ce sujet. Et ce qui doit être conservé, ce n'est pas les éléments comme précédemment, donc comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on a du carbone à gauche qu'on va avoir du carbone à droite. Ce qui doit être conservé, c'est la somme des nombres de masse et la somme des numéros atomiques. Donc dans ce cas-là, ce qui doit être conservé, c'est que A1 plus A2 doit être absolument égal à A3 plus A4. Et pareil pour Z1 plus Z2, ça doit être égal à Z3 plus Z4. Donc, le nombre de masse correspond au nombre de nucléons, donc neutrons et protons. Le numéro atomique, c'est aussi le nombre de charges, donc nombre de protons, nombre d'électrons. Donc si on regarde un petit peu des particules entre guillemets élémentaires d'un atome, le neutron, c'est un nucléon qui est neutre.
Donc ça veut dire que sa charge est nulle. Par contre, il a un nombre de masse égal à 1. Donc ça veut dire que quand on veut écrire un neutron, on l'écrit petit n avec un 1 en haut au nombre de masse et un 0 en bas parce qu'il n'a pas de charge. Le proton, lui, ça reste un nucléon. Il est positif, donc il a une charge qui est positive, plus 1. Et son nombre de masse, vu que c'est un nucléon, il a aussi 1. Donc le proton, c'est 1, 1, avec un P. L'électron, lui, ce n'est pas un nucléon, et en plus, il est négatif. Donc sa charge, c'est moins 1, et son nombre de masse, c'est 0, car ce n'est pas un nucléon. Et on l'écrit du coup 0 en haut, moins 1 en bas, avec un petit 2. En termes de réaction nucléaire, il va y avoir en premier lieu les réactions nucléaires spontanées qui sont très courantes dans la nature, qui arrivent en permanence. Donc un noyau va se transformer en un autre naturellement. L'exemple courant, c'est le carbone 14. Donc le carbone 14, il se transforme naturellement en azote 14, en émettant un électron. C'est-à-dire que un neutron va se transformer en proton en émettant un électron. Donc ça, c'est vraiment une réaction très courante. Et vu qu'un neutron se transforme en proton, c'est-à-dire que le numéro atomique change, on passe de 6 protons à 7 protons, et on obtient un azote. Et pareil, donc vu que là, on veut avoir 6 en numéro de charge, et bien ça émettait un électron qui a une charge de moins 1. Les réactions nucléaires peuvent aussi être provoquées. Ça, c'est notamment dans le nucléaire industriel. Nous allons envoyer un noyau ou une particule sur un autre noyau et ça va éventuellement déclencher une réaction nucléaire et même une fission. Dans les centrales nucléaires à fission, ce qu'on fait, c'est qu'on a des atomes d'uranium-235, donc des atomes quand même assez gros, sur lesquels on envoie un neutron. Ce neutron, en gros, il fonctionne comme un boulet de canon. Il va rentrer il va taper le noyau, et en tapant le noyau, il va le casser. Et quand il va casser ce gros noyau d'uranium, eh bien, ça va donner un noyau de césium et un noyau de rubidium, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi 3 neutrons. Donc, à partir d'une réaction nucléaire, on obtient 3 neutrons. Et c'est là que les réactions en chaîne des centrales nucléaires peuvent arriver. C'est parce qu'à partir d'une réaction, on crée 3 boulets de canon qui peuvent aller casser 3 autres atomes d'uranium qui derrière vont pouvoir casser chacun 3, donc 9, puis 27, puis 81, etc. etc. C'est une croissance exponentielle. Le Soleil, lui aussi, en fait, ce sont des réactions nucléaires en son sein. Sauf que ce n'est pas de la fission, on ne casse pas des gros atomes, on va fusionner des petits atomes, des petits noyaux, pour être précis. Donc là, par exemple, une réaction dans le Soleil, c'est hélium 3 plus hélium 3 donne hélium 4 plus 2 hydrogènes. Donc on est parti de 2 noyaux d'hélium 3 pour obtenir un noyau d'hélium 4 plus gros. Voilà. Quand dans le Soleil, tout l'hélium 3 est consommé, le Soleil va passer à la consommation des noyaux d'hélium 4 et ça va former des atomes encore plus gros. Donc c'est le beryllium, je crois, ensuite. Et une fois que le beryllium blabla est consommé, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de vie, jusqu'à ce que l'énergie soit trop faible pour fusionner des atomes trop gros pour lui. Donc si je ne me trompe pas, le Soleil devrait pouvoir former à peu près jusqu'au carbone en termes énergétiques. D'après les modèles actuels, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue physique, c'est qu'en fait, tous les atomes dont vous êtes constitués, tous les atomes dont sont constitués tous les objets en fait que vous voyez autour de vous, tous les atomes même de l'atmosphère, de la Terre, etc., ont été à un moment donné au sein d'une étoile. Ils ont été produits dans une étoile.
Alors les seuls atomes qui potentiellement n'ont pas été au sein d'étoiles, ce sont les atomes d'hydrogène. Bref. Mais sinon, tous les atomes de carbone, tous les atomes de fer, tous les atomes de silice, etc., tout a été produit dans une étoile. Vous êtes tous composés d'atomes provenant d'étoiles. Donc maintenant, on va voir un petit peu l'utilisation du nucléaire, histoire de le mettre un petit peu en contexte. Donc à chaque fois qu'une réaction nucléaire se fait, il y a de l'énergie qui est libérée. Et cette énergie, elle est particulièrement énorme. Donc là, on va regarder un petit peu quelle quantité d'énergie on peut produire avec 1 gramme de différentes espèces lors de transformation. Alors, la liquéfaction de l'eau, ça libère une énergie de 2 kJ. Donc, liquéfaction de 1 gramme d'eau, c'est une transformation physique, c'est 2 kJ. Combustion de 1 gramme de butane, c'est une transformation chimique, c'est 50 kJ par gramme. Fission de 1 gramme d'uranium 235, on en est à 80 millions de 80 millions de kilojoules. Donc déjà on est un sacré cran au-dessus par rapport aux transformations chimiques de combustion de carburant. Donc là j'ai mis le butane, mais en fait si on part sur l'octane, donc c'est-à-dire l'essence, on est un petit peu au-dessus, mais c'est pas non plus des dizaines d'ordres de grandeur au-dessus. On n'est pas à 100 000 kilojoules avec l'essence. Hein. Donc si je vous dis le butane, c'est à peu près pareil que l'essence à quelque chose près. Quand on passe sur l'uranium, on est déjà à 80 millions. Donc c'est vraiment une autre quantité. On est des ordres de grandeur au-dessus. Maintenant, si on regarde la fusion qu'il est prévu de faire sur Terre, on en est à 400 millions, donc 5 fois plus que la fission. Donc avec 1 gramme de deutérium tritium, donc comme on l'a vu, ce sont des isotopes de l'hydrogène, on est capable de faire 5 fois plus d'énergie à partir de 1 gramme de matière. Sachant que le deutérium et le tritium, on en a quasiment une infinité en termes de quantité sur Terre parce que ça se trouve dans les mers et ça se régénère en permanence. Si jamais on arrive à faire ça un jour, ça sera très bien. Donc, pour ça, je vous conseille de vous intéresser au projet ITER, qui est un projet qui est fait au nord d'Aix-en-Provence à Cadarache, pour essayer de montrer la viabilité de cette technologie pour produire de l'énergie à des quantités industrielles. Et enfin, le Soleil, qui est peut-être le plus optimisé. Lorsqu'il fusionne 1 gramme d'hélium 3, il produit 15 000 milliards de kilojoules. Donc encore beaucoup plus que ce dont on est capable et ce qu'on imagine être possible sur Terre. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'énergie nucléaire est fortement concentrée et une application qui a été utilisée du fait de ses propriétés extrêmement énergétiques, de ses propriétés de concentration d'énergie extrême, ça a permis de créer des armes de destruction massive. Donc ça a été même la première utilisation finalement du nucléaire, première utilisation on va dire concrète. Ce sont les essais sur les populations d'Hiroshima et Nagasaki par les Américains des armes nucléaires. À l'heure actuelle, les armes sont régulées dans la plupart des pays et sont censées ne servir qu'à la dissuasion nucléaire. Donc on n'est pas censé attaquer des gens avec l'arme nucléaire, on est censé les avoir pour éviter de se faire attaquer et éventuellement se défendre en cas d'attaque sur le sol. Donc voilà, je vais revenir rapidement sur les points du programme. Donc ce que vous devez savoir faire, c'est identifier les isotopes.
C'est-à-dire que si je vous mets deux noyaux, vous devez être capable de dire si ce sont bien des isotopes ou pas. Relier l'énergie convertie dans le Soleil dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires. Donc là, grosso modo, vous devez être capable de me dire que dans le Soleil, on a des réactions de fusion, dans les centrales nucléaires, des réactions de fission. Et enfin, vous devez être capable de différencier une transformation physique d'une transformation chimique, d'une transformation nucléaire, à partir de l'équation. Donc, vous ne devez pas savoir faire ce genre de choses, en partant de quasiment zéro. C'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est si je vous donne ça, par exemple cette équation-là, vous devez être capable de me dire c'est une réaction nucléaire. Point. Éventuellement, avec la justification qui va derrière, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une réaction nucléaire? Mais je ne vous demanderai pas de savoir le faire. Voilà. Gardez bien ça en tête. Ok, donc ça va être tout pour cette partie-là, donc c'était assez court. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser.